Alors, je le disais, je suis moi très fier d'accueillir Denis Robert. Je dirais que c'est l'un de mes modèles, ou l'un des exemples, non mais c'est vrai, vous savez, quand vous choisissez, quand vous commencez à être journaliste et que vous dites que vous voudriez bien avoir un parcours atypique, heureusement qu'il y en a qui ont déjà franchi le pas avant vous et qui ont montré que c'était possible d'avoir un parcours original dans cette profession. Avec les risques qui vont avec. Et donc j'ai lu son bouquin, son premier bouquin qui s'appelait Pendant les affaires continuent. Et je trouvais par ailleurs qu'il y a une écriture dans les livres de Denis Robert, c'est quelque chose d'important aussi. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est je l'ai considéré comme un héros, et un héros modeste pendant toutes les années de Clearstream. C'est-à-dire que moi je sais ce que ça veut dire avoir... ça m'est arrivé d'avoir 3-4 procès en même temps, mais c'est des procès de rigolo avec le Courrier Picard et le premier adjoint de la ville d'Amiens, vous voyez. Pardon Daniel, mais bon... mais voilà. Mais c'est des procès, voilà. Lui, c'était 60 procès en même temps, dans tous les coins de la France, avec des banques russes, des machins, Clearstream devant et machin. En plus, se faire flinguer dans le dos par Edoui Plenel, qui était au Monde, et par Philippe Val à Charlie Hebdo, par Richard Malka et par toute la bande. Ça suffit pas d'avoir la finance devant, il faut qu'en plus on ait les baïonnettes dans le dos. Et pendant tout ce temps-là, il a tenu bon, il a tenu droit, il a fini par tout gagner. Donc vraiment, je le considère comme un héros qui a su rester modeste, mais un héros. Voilà, je lui passe la parole pour qu'il fasse le lien entre la corruption d'individus et peut-être la corruption du système. Voilà. Merci. Non, moi, je suis ravi d'être à Amiens. Je ne suis pas tellement dépaysé puisque j'habite la Lorraine. Je suis né dans le bassin sidérurgique. On a passé un peu de temps tous les deux aujourd'hui. Même s'il y a une différence d'âge entre nous, on a pas mal de points communs, quoi. Alors, il m'a envoyé un mail avant de venir. Il m'a dit pour vendredi, ce serait bien que tu fasses un peu de l'autobiographie. Comment tu as découvert la corruption de ton élu préféré Longuet? Comment ça t'a amené à la corruption du système Clearstream? Et puis on discutera, etc. Donc là, je vais prendre une vingtaine de minutes comme ça pour vous dire comment j'en suis là aujourd'hui. Et tu as raison de dire que j'ai fini par gagner mes procès. Effectivement, il y a eu 63 procédures. Ça a duré 10 années, Clearstream, mais j'ai eu une vie bien avant. Et j'ai un parcours qui peut ressembler au tien, sauf que je n'ai pas franchi le pas de l'action politique, puisque j'ai toujours considéré il me semblait que j'étais plus utile à faire des films ou des livres, même si souvent ça me démange, et souvent on m'a fait des propositions, et si ça me démange particulièrement en ce moment. Moi, je suis ravi d'être là à côté de toi et de voir que tu franchis ce pas-là, quoi. Et donc, évidemment, si j'habitais ta région, j'irais, même si je suis un moins bon colleur d'affiches que certains d'entre vous, mais j'irais coller des affiches parce qu'il y a un enjeu local à cette élection, mais il y a un enjeu symbolique et politique au niveau national aussi. Il faut absolument que tu gagnes et il faut que tout le monde se bouge. Je pense que la salle, il y a du monde aujourd'hui, donc c'est assez plaisant d'être là, quoi. Et donc on vient tous les deux du journalisme et on vient tous les deux de familles plutôt ouvrières, et donc moi je suis rentré à Libération, donc j'ai fait des études de psychologie, j'étais universitaire et à un moment j'ai rompu, et puis je suis rentré à Libération. Au début j'ai fait des faits divers, en particulier mes premiers papiers c'était l'affaire Villemain. Vous vous souvenez, le petit Grégory, la Vologne, etc. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus, sur les faits divers, et j'ai toujours eu une grande idée de cette profession, parce que mon rêve était d'être journaliste, et je l'ai accompli. En plus, j'étais dans un journal formidable qui s'appelait Libération, le Libération de Serge July et de ses années 80. Et très vite, c'est-à-dire dès 84-87, 2 ou 3 ans après mon arrivée à Libération, je suis tombé sur ma première affaire politico-financière. Et c'était pas Longuet, parce que Longuet c'est venu après, c'était l'affaire d'un élu qui s'appelait Gossot. Jacques Gossot, c'était le vice-président du Conseil général de Moselle, c'était un RPR Bontin, qui était le maire d'une ville importante de Meurthe-et-Moselle qui s'appelait Toul.
Et j'avais démarré cette enquête parce que des travailleurs du sud-est asiatique, on avait retrouvé un atelier de travailleurs clandestins et il y avait des détournements de fonds dans le foyer d'accueil de ces travailleurs clandestins, mais des sommes assez considérables, et la presse locale n'en parlait pas. Et donc j'ai fait une enquête assez longue, et j'ai pu démontrer tout un tas de magouilles gigognes, et pour arriver en fait à la compromission d'élus, de commerçants et des patrons de l'Est républicain, qui était le journal local. Et c'était la première fois en France et à Libération qu'on sortait un grand papier. Le papier s'appelait « Visiter Toul, sa ville, sa troupe, ses manœuvres ». Parce qu'il y a toujours l'art des titres pour éviter les diffamations. En fait, c'était « Visiter Toul et sa mafia, et ses gros magouilleurs », enfin, etc. Et à l'époque, donc j'ai subi mon premier procès en diffamation, et je suis arrivé, enfin c'était une bonne école, et ça a été une de mes seules condamnations. Parce qu'évidemment, moi je pensais que quand un journaliste écrivait la vérité, il n'avait pas de procès, et j'avais des idées assez manichéennes, voilà, je ne vois pas pourquoi, et malgré tout j'ai été condamné. En fait, ce que j'expliquais, c'est en France, les premières affaires de corruption, c'était les vaches à lait du système, c'était les hypermarchés, ou les compagnies d'eau, c'est-à-dire la Compagnie Générale des Eaux, la Lyonnaise. On est à la fin des années 80, ou les hypermarchés. Et les hypermarchés fonctionnaient sur un système de ce qu'on appelait à l'époque des commissions d'urbanisme et de commerce, qui étaient des commissions qui étaient composées en grande partie d'élus ou de représentants de commerçants. Et l'enjeu, la France, il faut savoir, toujours aujourd'hui, est le pays au monde qui est le plus doté en matière d'hypermarchés. Il y a plus de 1000 hypermarchés en France. Et donc, toutes les familles ici, vous avez la famille Muliez, les Auchan et tout ça, tous ces gens-là se sont enrichis sur l'argent de la corruption. C'est d'une évidence absolument démontrable. Et donc j'ai été, je le dis parce que c'est la réalité, le premier à sortir une énorme affaire de scandale de supermarché. C'était les supermarchés Cora, la famille Bourriez. Et donc le patron de ces commissions d'urbanisme et de commerce était ce fameux Jacques Gossot. Et dans les chambres de commerce, il y avait les gens de l'Est républicain. Donc c'était tout un système qui était protégé, et ils faisaient des fausses factures avec le principe était que des entrepreneurs en maçonnerie ou autres surfacturaient des travaux, sortaient des montagnes de black et allaient voir des élus dans les commissions d'urbanisme et leur donnaient 15 millions, 20 millions, on parlait encore à l'époque... Enfin, c'était encore des francs. Et voilà, donc j'ai démontré tout ça. J'ai été menacé, j'ai eu des procès, mon appartement a été cambriolé. Enfin, c'était un peu le Far West. Et puis, il y a eu... Donc j'ai été condamné en diffamation, et il y a eu une instruction qui a été menée. Parce que j'avais été menacé, ils avaient placé sur écoute un certain nombre de personnes, et on s'est rendu compte que j'avais raison. Et ça a été la première fois qu'un maire a été mis en prison, que le numéro 2 du groupe Cora a été emprisonné. Enfin, ça a été une énorme affaire de corruption. Et donc, j'ai pris goût à ça parce que d'abord, j'étais le seul à sortir ces histoires, et j'étais moi-même complètement édifié parce que je voyais quoi. Et alors, évidemment, à cette époque-là, j'étais accusé déjà de faire monter le Front National, parce que le Front National était encore embryonnaire, on n'était pas dans les scores qu'il fait aujourd'hui, mais on disait oui, mais t'es dans le truc du tous pourri, etc., comme si c'était de ma faute si ce type de scandale existait. Donc ça a été le début, et donc j'ai effectivement fait un livre plus tard où j'en ai parlé. Parce qu'il m'a fallu, j'ai démissionné de Libé en 95, donc je suis resté 12 années à Libération, dont à la fin j'étais responsable des enquêtes, etc. Et j'ai continué à travailler sur ce sujet. J'ai mis en cause des socialistes, j'ai sorti ces affaires Urba, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Urba, Monat, c'est des fantômes comme ça qui reviennent du passé, mais c'était à l'époque où un flic qui s'appelle Godino sortait l'enquête impossible, etc. Et puis il y a eu des affaires concernant un autre ministre qui s'appelait Christian Pierret, qui était un socialiste complètement corrompu lui aussi, qui m'a fait du chantage au suicide. Donc j'ai vécu toutes ces pressions pour arriver finalement à celui dont parce que lui, c'est comme un fantôme qui revient aujourd'hui, c'est Gérard Longuet. Alors Gérard Longuet était le premier ministrable en puissance d'Alaturre, et il était le ministre de l'Industrie et du Commerce
avec son ami Madelin. Et c'est marrant, on les voit ressurgir, Madelin aujourd'hui avec Macron, et Longuet, Fillon ne peut pas faire 10 mètres sans qu'on le voit derrière, comme une espèce vraiment de fantôme. Et ces types sont absolument increvables, parce que j'ai pu démontrer, donc par les papiers de Libération, Longuet a fini par démissionner, après m'avoir menacé. On était à l'époque, puisqu'à l'époque j'étais à Libération à Paris, on était 2 ou 3 à sortir des affaires, on est responsable de la fameuse, comment ça s'appelait, la juridiction Balladur, qui voulait que quand un ministre était mis en examen, il devait démissionner. Et Longuet a résisté longtemps avant de démissionner, et là avec Longuet, j'ai découvert la corruption, mais à un niveau qui était déjà endémique, c'est-à-dire que le système complet était complètement vérolé, parce que lui, donc, en tant que ministre de l'Industrie et des télécoms, etc., il avait la main sur tout, et donc pour financer son parti, le Parti républicain, il faisait des fausses factures à l'étranger, il surgonflait des études, enfin il y avait comment dire, on avait la panoplie totale de tout ce qui pouvait servir à enrichir des élus. Donc, et si vous voulez, il y a eu un moment qui a été assez formateur pour moi, c'est que c'est quand je voulais l'interviewer, il refusait tout le temps, et finalement il a accepté en présence de Serge July. Donc je me suis retrouvé au ministère face à Gérard Longuet, et j'en menais pas large parce que c'était un peu compliqué. Il y avait son directeur de cabinet, il y avait un mec qui, j'ai oublié son nom, c'était mauvais souvenir, tout ça. Il sévit encore aujourd'hui, il travaille avec Anne Méo, la grande communicante. Il a un nom, enfin peu importe. Et je me retrouve face à eux et j'avais mes questions, quoi. Et Serge July a été très bien, parce que je sais que Serge a été beaucoup critiqué, mais pour moi ça a toujours été un bon patron de journal qui m'a toujours soutenu. On a sorti les papiers sur Longuet, on l'a poussé à la démission, et je veux dire, mais pour moi ça a été un moment, comment dire, je me suis dit, bon, je vais pas passer ma vie, parce que ça devenait assez facile. Dans l'affaire Longuet, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un inspecteur du fisc que je connaissais fait un contrôle fiscal sur un entrepreneur de la Meuse et se rend compte que Longuet s'est fait construire une villa à Saint-Tropez, qu'il n'a pas payé. Longuet, je vous le rappelle que c'est le beau-frère de Jean-Marc Sylvestre, le chroniqueur économique libéral, et surtout de Vincent Bolloré. Bolloré avait une villa à Saint-Tropez, et la villa voisine est celle de Gérard Longuet. Et Gérard Longuet a fait construire sa villa par un entrepreneur qui s'appelait Sereda, donc une villa à Saint-Tropez, qui a une valeur marchande aujourd'hui de je sais pas, 10, 12, peut-être 15 millions d'euros. Et à l'époque, donc, il l'a fait construire, un entrepreneur de la Meuse, il a construit la villa, et il l'a jamais payé, quoi. Et donc l'inspecteur du fisc veut ressortir tout ça, il a été muté parce qu'on ne voulait pas que le truc sorte, et puis finalement il me file les papiers. Moi, ce que je fais, parce que j'avais été condamné en diffamation récemment, je me dis, j'étais dans un schéma de guerre par rapport à ces gens-là. Je savais qu'ils étaient capables de tout, j'avais déjà été condamné en diffamation. Donc je m'arrange pour faire rentrer les documents que m'avait donné l'inspecteur du fisc dans le circuit judiciaire. Je passe par un avocat, etc. Ça atterrit chez Van Ruymbeck, et Van Ruymbeck fait une perquisition dans les bureaux de Gérard Longuet. À ce moment-là, on fait la une de Libération en mettant la justice dans le rétroviseur de Gérard Longuet. Parce que contrairement à ce qu'on imagine et à ce qu'on a tout le temps raconté, ce n'est pas les juges qui donnent des infos aux journalistes, enfin ça peut être ça, mais en l'occurrence dans ces années-là où on était des sortes de pionniers de ces affaires, c'était les journalistes qui, pour pas être emmerdés quand ils avaient une bonne info, s'arrangeaient pour le passer à un juge, et ensuite on sortait nos scandales. Donc il y avait un lien qui se créait, pas forcément avec le juge, mais avec les avocats ou avec des intermédiaires. Et c'est comme ça en apprenant, c'est finalement une technique de guérilla journalistique, qu'on a fait démissionner ce qui était un des hommes les plus puissants du pouvoir balladurien de l'époque. Et après, si vous voulez, moi ce qu'il y a, c'est que j'ai eu le sentiment que j'aurais pu répéter, et je l'ai répété plusieurs fois, ce schéma-là, mais j'en ai eu marre, quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression de devenir un auxiliaire de justice, et je prenais plus de plaisir à faire démissionner des ministres. Donc tu vas dans des émissions de télé, et je veux dire, le système est increvable. Je veux dire, Longuet se barre, il est remplacé par un autre connard qui va faire les mêmes choses, enfin, etc. Mais ce qui est terrible, c'est que ensuite, le cas de Longuet est intéressant parce que je m'exprime très peu sur ce sujet-là, mais c'est quand même un sujet que je connais bien. Ce qui s'est passé, c'est que
il s'en est sorti judiciairement. Et aujourd'hui, quand vous avez dans des débats où vous dites, regardez, ces hommes politiques, finalement la justice les a blanchis, etc. Ce qui s'est passé pour Longuet, c'est pas du tout qu'il a été blanchi ou qu'il est innocent, il est parfaitement coupable d'un certain nombre d'actes, et le mot coupable, je le dis pas en termes judiciaires, je le dis moralement coupable, parce qu'il a vraiment transgressé la loi, il s'est enrichi personnellement, etc. J'ai pu le démontrer. Simplement, la justice, avec une juge qui d'ailleurs en appel est la même juge qui a condamné Jérôme Kerviel des années plus tard, pour vous dire le niveau de cette juge. Elle s'appelle Philippi ou Philippe, enfin c'est pas Filippetti, c'est enfin, peu importe son nom. Cette juge a saucissonné le dossier et elle a finalement, au fil du temps, parce qu'il avait de bons avocats, donné son non-lieu à Longuet, qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Ces types sont increvables quand même, mais c'est vraiment un homme de réseau, un homme du système, il est très bien avec Fillon, parce qu'il représente absolument cette caste de nantis qui n'est là que pour de donner des possibilités au patronat. Enfin, je ne veux pas avoir un discours trop politique, mais là on est dans une réunion politique, c'est quand même ça qui se passe, quoi. Et quand vous voyez qu'il est là aux côtés de Fillon, c'est quand même incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il y a des gens qui vont voter pour lui, quoi. C'est qu'il y a encore 20% de l'électorat, j'espère moins, mais qui vont continuer à voter pour ces types. Il y a quand même des scènes hallucinantes avant de... Je fais une petite... Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de François Fillon qui rencontre des infirmières. François Fillon, l'homme au costard, etc. Les filles lui disent, putain, on bosse comme des malades, on n'a même plus le temps de respirer. Et il y a le type impassible qui leur dit, mais avec ses costards, bon, je ne vais pas faire... Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il y a quelque chose d'absolument hallucinant dans ces scènes-là. Je veux dire, on est au-delà, on ne peut être évidemment qu'indigné quand on voit ça, mais ce que je trouve, d'ailleurs c'est pas mal que ce soit à France Télévisions qui ait sorti cette image, mais que des gens puissent encore décemment essayer de nous faire croire que ces gens-là œuvrent pour notre bien, je pense à Fillon, à Longuet, à tous ces types, c'est vraisemblable, c'est hallucinant, quoi. Et c'est là-dessus que Marine Le Pen et que le Front National capitalisent des voix. Parce qu'on est entré dans un monde où les valeurs sont complètement inversées, enfin, etc. Je ferme la parenthèse politique et je vais être un peu plus rapide sur la suite. C'est que moi, après Longuet, après tout ça, j'en ai marre de Libération et je décide d'écrire des livres et de démissionner. Et je me dis, ça va, j'ai donné sur les affaires parce que c'est quelque chose, tu le sais bien, et je le savais aussi, c'est quelque chose qui vous mange la vie, puisque vous vous levez le matin en sachant que vous allez avoir une tonne d'emmerdement toute la journée, vous écrivez vos papiers, on est dans un rythme absolument effréné, et où chaque fois il faut se battre, c'est une pression permanente, et j'en avais marre, et moi je suis journaliste, mais le journalisme, j'ai toujours pratiqué un journalisme à ma manière, et je suis avant tout écrivain. Donc j'écris des romans, des choses... Maintenant je fais plus de films, enfin j'ai des activités différentes, mais à ce moment-là je démissionne de Libé pour écrire des romans. Et j'écris un premier roman qui s'appelle Je ferai un malheur, c'est un titre assez prémonitoire, sauf qu'il se vend à genre 800 ou peut-être 1000 exemplaires, mon roman, qui est d'ailleurs un super roman, je vous le conseille. Et parallèlement au roman, j'écris, parce que tout le monde me dit mais comment t'as fait pour démissionner de Libération? Je faisais le club de la presse d'Europe 1, je commençais à avoir une notoriété, on va dire, médiatique, et je démissionne, et j'avais un salaire très correct, et les gens n'arrivaient pas à comprendre. Donc j'écris un livre un peu comme ça le soir, ou tu sais, dans mon temps perdu, qui va s'appeler Pendant les affaires continuent, un titre que j'ai trouvé pour essayer de dire mon malaise par rapport au journalisme et mon malaise par rapport à cette société française et au dysfonctionnement démocratique. Et le livre est un best-seller, donc je vais bien gagner ma vie grâce à ce bouquin, et il me remet dans une sorte de cadre de pensée, en tout cas de cadre éditorial, où je me dis finalement les bouquins avec une économie finalement assez légère, parce qu'un livre c'est quoi? C'est du temps, c'est pas comme quand on fait un film ou quand on a besoin d'énormes moyens. Un livre c'est 10 000 € d'avaloir, vous avez 6 mois devant vous, vous faites un bouquin, vous le sortez et vous ébranlez des montagnes avec ce livre, quoi. Et donc
dans la foulée pendant les affaires continuent, parce que j'avais beaucoup voyagé en Europe et en France, j'avais vu que les juges avaient finalement tous le même problème, qui était que dès qu'ils faisaient une enquête où ils essayaient de remonter des circuits financiers, on tombait sur des paradis fiscaux. Et que, donc ça, on est en 95-96, et le paradis fiscal, c'est la mort de toute enquête. On ne peut pas remonter un circuit financier dès qu'on tombe là-dessus. Donc je crée avec des magistrats de 7 pays européens, à Genève, un mouvement qui va s'appeler l'Appel de Genève, où on demande la création d'un espace judiciaire européen, parce que dès ces années-là, donc c'est 20 ans plus tôt, on était déjà conscient que s'il n'y avait pas une Europe judiciaire où les juges de différents pays pouvaient transmettre des informations entre eux, on ne pouvait pas lutter contre non seulement le crime financier, mais aussi l'évasion fiscale. C'était déjà le prémisse de cette merde dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, finalement, quand je réfléchis à mon travail, en tout cas journalistique, j'ai passé ces 30 années à ne répondre qu'à une seule question. Enfin, il y en a eu d'autres, mais la question principale, c'est comment un pays aussi riche que le nôtre peut-il produire autant de pauvreté ? C'est ça la question. Et mes livres et mes films sont des réponses à cette question. Et évidemment, quand on pose cette question, on tombe sur la question des paradis fiscaux. Et une des découvertes que j'avais faites dans ces années-là, c'était que tous les partis politiques en France, y compris d'ailleurs le Parti communiste, mais à un degré beaucoup moindre, étaient financés par des sociétés offshore qu'on trouvait au Luxembourg, qu'on trouvait en Irlande, qu'on trouvait un petit peu partout. Et donc il y avait une porosité entre le système d'État et les multinationales ou les puissances financières qui achetaient des partis politiques ou des hommes politiques, comme on achète, enfin on appelait ça du lobbying, etc. Mais ça montrait la corruption était et est toujours au cœur de l'État. Et donc j'ai pu démontrer tout ça. Et après il y a une fatigue. Donc je m'étais dit, je laisse tomber. Et on va dire mon chant du cygne journalistique devait être un film qui est sorti en 98 qui s'appelait Journal intime des affaires en cours. Et dans Journal intime des affaires en cours, qui est un film qui est sorti au cinéma, un documentaire que j'avais fait avec Philippe Arel, le documentaire se termine. Le documentaire, on a fait la couverture des cahiers du cinéma. C'est une première fois que j'étais dans les cahiers du cinéma, j'étais super fier. Mais en même temps, c'était un documentaire très sombre. La fin, les 10 dernières minutes, il y a des plans fixes sur des parkings de supermarchés où on voit des caddies dans la nuit qui tombent. Il y avait des terrasses vides et d'une voix, comment dire, un peu sombre comme ça. Je dis un truc du genre les prédateurs financiers ont gagné la partie parce que les juges, malgré tous leurs efforts, ne pourront rien contre leur modem puissant. Et je fais un truc comme ça, très pessimiste, quoi. Et c'était la fin du film, et je me suis dit, bon, goodbye. Après ça, j'ai donné, j'arrête les frais, je me remets à écrire des bouquins d'amour, j'en écris un d'ailleurs, j'écris un bouquin qui s'appelle Le Bonheur, qui va me permettre de payer tous mes frais d'avocat après. Et Le Bonheur, c'est un livre de cul. C'est un livre de cul. Je suis un peu méchant avec ce que j'écris. C'est un formidable roman érotique entre un homme mais en même temps, j'écris Le Bonheur à ce moment-là. Et je pense que j'en ai ras-le-bol des affaires, quoi. Mais on se refait pas. Je dois avoir un truc génétique. Moi, je sais pas qui m'a transmis ce virus, mais je rencontre à ce moment-là, à Luxembourg, comme j'ai les moyens de subsistance, j'ai pas de problème de fin de mois, etc. J'écris ce qui me plaît. Et je rencontre à Luxembourg un type qui passe pour un affreux conspirationniste, que je rencontre effectivement dans des circonstances un peu particulières. Il s'appelle Ernest Bacchus. Et il est un des fondateurs de Clearstream, c'est-à-dire cette multinationale. Et là, je commence à me rendre compte que ce que j'avais cru à la fin de Journal intime des affaires en cours, c'est-à-dire que les paradis fiscaux et ces systèmes de transfert d'argent, je pensais que jamais on pouvait y arriver. Je ne pensais qu'il n'y avait aucune traçabilité, un peu comme il y a eu le scandale de la vache folle dans ces années-là. On a trouvé qu'il y avait une traçabilité, qu'on pouvait tracer les viandes, etc. Et bien, je découvre avec Bacchus qu'il existe sur cette planète financière des centres névralgiques, une sorte de notaire
où sont enregistrées toutes les transactions financières de la planète. Et je découvre ce qui s'appelle les chambres de compensation internationales. Donc, et je fais un premier livre qui va s'appeler Révélation, qui sort en 2001, qui raconte comment ces sociétés organisent la fraude massive et participent à ce pillage des États. Et plutôt que de s'attaquer, et très tôt d'ailleurs, parce que j'étais à l'origine de la fondation d'attaque, mais très tôt je me rends compte que c'est complètement inutile d'aller lutter contre les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux sont des leurs, mais que par contre, s'il y a une traçabilité des échanges financiers, si on considère que l'argent, à partir du moment où il passe les frontières, on peut la suivre, parce que l'argent en fait, beaucoup de gens pensent que c'est des billets de banque, des choses comme ça, mais la monnaie de papier, ça ne représente rien. C'est une vitrine. L'argent, c'est des codes électroniques qui s'échangent à grande vitesse d'un ordinateur à l'autre et qui se transforment. C'est-à-dire que vous, quand vous déposez votre argent, les banques sont des vitrines. C'est comme quand vous allez à Amsterdam, au quartier des putes. Vous avez des putes dans des vitrines qui sont à guichet, qui vous font du gringue, etc. Et ce qui est marrant à Amsterdam, parce que je connais bien la ville, c'est qu'elles ont des chambres en commun. C'est-à-dire que dans les rues où il y a toutes ces prostituées, vous avez des chambres en commun où elles vont avec leurs clients. Et les chambres sont gérées par des grossistes. Et les banques, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous allez chez BNP Paribas, chez Société Générale ou au Crédit Agricole, vous avez des guichetiers souriants qui viennent vous dire « Prenez mon emprunt pour acheter une bagnole, prenez mon emprunt pour partir en vacances, prenez mon emprunt pour financer les études de vos enfants ». Et ces banques ont des grossistes communs qui leur vendent du crédit. Et vous, à la seconde où vous mettez vos économies ou votre salaire sur votre compte en banque, cet argent, il file. Et ensuite, il part dans cette espèce de grand maelstrom qu'on peut appeler la spéculation, enfin on peut lui donner le nom que vous voulez, mais il y a des chambres communes et il se trouve que ces chambres sont les chambres de compensation. Les chambres de compensation, c'est des outils financiers qui transforment l'argent et qui le font voyager et qui l'envoient vers les paradis fiscaux et ce qui fait qu'aujourd'hui la planète est si grise et vous avez dans les promesses, puisque ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le fameux discours de François Hollande, de Bourget, pour des ministres à la finance, etc. On m'a demandé de lui fournir des notes, et je lui ai fait des notes assez détaillées, et je suis responsable de certaines formules qu'il a réutilisées ensuite dans le discours du Bourget. Mais d'ailleurs, j'y ai pas cru, et plus que ça. Mais, comment dire, s'attaquer à la finance, c'est la nommer, c'est-à-dire c'est contrôler ces outils-là. Et donc ça n'a jamais été fait, quoi. C'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai oublié sur ces histoires oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il avait promis, et c'était très important, il avait promis qu'il différencierait les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est-à-dire que c'était super important, parce que s'il faisait ça, ça voulait dire que vous, vos économies, vos salaires, nous, tout ce qu'on gagne, ça ne sert plus à la spéculation. Et pourtant, il ne l'a pas fait, quoi. Il ne l'a pas fait parce que le faire, le système s'écroule. Puisque les banques, on est sur un autre problème et on ne peut pas tous les aborder, mais aujourd'hui, on est à l'aube. Enfin, on a vécu une crise terrible en 2008, qui était la crise des subprimes, qui est née aux États-Unis, vous savez, avec ces emprunts immobiliers, qui, avec un effet domino, c'est arrivé jusqu'à nous. Mais à l'époque, les États, dont Sarkozy, vous vous souvenez, on a prêté de l'argent aux banques sans les nationaliser, ce qui était une énorme erreur. Et donc, on leur a fait un chèque en blanc. Sauf qu'aujourd'hui, ces grosses banques, elles sont 31, les plus grosses banques de la planète, on les appelle des banques systémiques parce qu'elles sont interconnectées entre elles. En France, il y en a 4, aux États-Unis, il y en a 9, en Chine, il y en a 3, il y a des banques anglaises, italiennes, etc. Elles sont interconnectées. Si l'une tombe, les 31 tombent. Et la crise qui sera générée par ce chaos financier sera sans commune mesure avec la crise de 2008. C'est pas pour être alarmiste, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes, en particulier des économistes atterrés, ou des penseurs de l'économie comme François Morin dont je t'ai parlé. Donc et l'affaire Clearstream, était pour moi un formidable révélateur de tout ça, parce qu'on pourrait enrayer, en tout cas ralentir ou réguler ce capitalisme devenu complètement dingue, ce casino géant,
en contrôlant les chambres de compensation internationale, ce qui n'est pas très compliqué. Sauf que maintenant, ce sont devenus des mastodontes qui brassent, on en est à 100 trillions qui passent chaque année dans les comptes, plus de 100 trillions, 1 trillion c'est 1000 milliards d'euros, et d'enregistrer dans les systèmes. Chez Clearstream, par exemple, il y a 16 trillions d'euros l'année dernière, donc 16 000 milliards, vous voyez, donc conservés par Clearstream. C'est-à-dire que les intérêts des banques, pas des particuliers, dans ces systèmes, ce sont ceux-là, quoi. La crise argentine qu'il y a eu en 2001 aurait pu être évitée puisque avec un poste d'observation chez Clearstream, on aurait pu voir que l'argent qui partait d'Argentine, donc il y a des outils, il est possible humainement, si politiquement, comment dire, il y a une force politique qui le requiert, on peut contrôler et on doit contrôler ces outils financiers. Sauf qu'aujourd'hui, on est très très loin de ces questions. Et ce qui me navre, c'est que dans la campagne politique qu'on vit en ce moment, ces questions de fiscalité ou ces questions de contrôle des banques, elles sont abordées effectivement sur des grands slogans, plus d'ailleurs par Mélenchon et Hamon que par les autres, mais la plupart des candidats n'abordent pas ces questions, qui sont pourtant des questions essentielles, quoi. Parce qu'on ne résoudra pas les problèmes que vous avez avec Whirlpool ou que nous on a eu. Moi j'ai fait un documentaire qui s'appelait L'affaire Clearstream, racontait un ouvrier de chez Daewoo en 2003, parce que mon frère travaillait chez Daewoo qui avait pompé des subventions de la région Lorraine, et qui appartenait à des banques en particulier anglaises, et qui avait des comptes chez Clearstream, et donc qui a fermé toutes ces usines. Il y a eu, je ne sais plus, 1600, 1700 licenciements, puisqu'il y avait une usine à Longwy, à Famec, etc., alors qu'ils avaient des comptes chez Clearstream. Donc il y a un lien entre le travail de ces multinationales et la paupérisation de ces populations, ces fermetures d'usines, etc. Et qu'il y a des luttes locales à mener, mais ces luttes locales sont... Il faut absolument que le monde ouvrier, c'est de plus en plus difficile, réussissent à résister. Mais en ce moment, ce qui se passe dans ce type d'usine, ce ne sont que d'avoir le plan social le meilleur possible. Et donc on est dans une sorte de situation d'impuissance où on assiste à cet appauvrissement qui nous enfonce de plus en plus dans une crise. C'est-à-dire que la crise est devenue un mode de gouvernement aujourd'hui, quoi. Donc là, on est dans une élection présidentielle, puis dans des législatives, où évidemment l'extrême droite, avec ses slogans faciles, utilise la perversité de ce système parce que les solutions qui permettraient de lutter contre ce système bancaire ou ce pouvoir des multinationales, elles ne peuvent être que effectivement nationales. Dans certains cas, on peut lutter nationalement, mais elles ne peuvent être que supranationales. Et donc on rentre dans le débat sur l'Europe, etc. Mais là, je ne veux pas trop vous plomber. Déjà que j'ai l'impression que je vous plombe pas mal, puisque mon constat n'est pas des plus réjouissants, quoi. Mais je pense, et je vais en finir là, et je pense que on a un problème de représentation, par exemple. Moi, je ne suis pas représenté actuellement. D'ailleurs, je fais partie de ceux, je ne sais pas qui je vais voter dans un mois. Aux législatives, je serai ici, je n'aurai pas de problème. Mais au présidentiel, j'ai l'impression que parce que les deux candidats n'ont pas réussi à créer cette union, je suis un peu désespéré, quoi. C'est-à-dire que mon vote, quoi qu'il arrive, sera un vote un peu dépité, quoi, je dois dire. Mais que des initiatives comme celle que tu prends, c'est-à-dire de te dire j'y vais, ça a l'air de rien, c'est un peu la stratégie du colibri. Tu apportes une pierre à ce que tu fais. Moi je suis assez admiratif parce que tu sors de ce confort après le succès de Merci Patron, etc., pour te présenter aux législatives. Alors il y a des gens qui critiquent, qui pensent que tu fais ça par je sais pas, parce que je sais d'ailleurs pas ce qu'on peut te reprocher. Tu es assez irréprochable sur ce coup-là, et j'espère que tu vas gagner. Et moi je suis assez content d'être là aujourd'hui à tes côtés, et après je répondrai à vos questions. Ça va, j'ai tenu 20 minutes. Merci.
connais moins bien Amsterdam et son économique, Denis Robert, donc je ne sais pas si je vais être aussi alléchant. Je partirai de la remarque que tu fais, enfin, de cette séquence de non-discussion entre François Fillon et les infirmières que tu mentionnais. À travers tout ça, toute la séquence Fillon-là, la question qui vient, c'est mais dans quel monde vivent-ils ? C'est-à-dire 500 000 euros pour eux, écoute, il y avait un bonbon, il était là, c'est comme s'il y avait un bonbon, il était là, il l'a pris et puis c'est tout. On a vraiment ce sentiment-là. Et moi, ça me rappelle une autre petite anecdote qu'on a vue, mais c'est Jean-François Copé qui croit que le pain au chocolat est à 15 centimes d'euros. Et pour moi, je vois, c'est la même chose. L'un qui croit que le pain au chocolat est à 15 centimes, et l'autre pour qui 500 000 euros, pourquoi on l'emmerde avec ça, quoi. Et je pense qu'en fait, la clé, alors je te citais ça parce qu'on a eu une longue discussion avant, le théorème de Schlecker-Holin, tu sais. C'est-à-dire que c'est un économiste qui a énoncé ce théorème qu'en fait, à l'ouverture des échanges, répond une inégalisation interne. C'est-à-dire plus vous ouvrez les échanges, plus vous polarisez les économies, la société à deux pôles, le pôle des pauvres et le pôle des riches, quoi, pour faire bref. Et moi, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, eh ben, l'ouvrier de chez Whirlpool, ou même de chez Dunlop, puisque je joue au foot avec des copains de chez Dunlop, eh ben, on leur rappelle que le pneu produit en Pologne ou le pneu produit en Bulgarie est nettement moins cher, que les coûts du travail sont nettement moins chers. On dit aux salariés de chez Whirlpool que c'est seulement 480 € un Polonais, et donc voilà. Il y a toute une partie de la société qu'on invite à regarder vers le bas et à dire, regardez, vous pourriez coûter moins cher que vous ne coûtez. Et en revanche, l'autre pôle de la société, lui, il regarde vers le haut. Je vais vous apporter un certain nombre de citations, mais quand on informe que les PDG tricolores sont au top des rémunérations en Europe, se sont augmentés de 20% l'année dernière, hein. Donc 20% pour les PDG du CAC 40, et grosso modo une stagnation des salaires dans la société française. Que nous répond-on sur LCI? Ils restent loin derrière leurs homologues américains qui gagnent plus de 2 fois cette somme. C'est-à-dire que François Fillon, lui, il ne se compare pas aux infirmières, il est déjà dans un autre monde. Il se compare aux hommes de son monde qui sont entrés dans les affaires et qui donc de fait gagnent des millions, et qui eux-mêmes se comparent aux homologues américains qui gagnent par dizaines de millions. Eux, ils sont dans cette comparaison-là. Vous êtes dans la comparaison avec votre voisin, votre collègue, votre ceci, votre cela. Eux, ils sont dans cette échelle internationale. Et donc de ce fait-là, on a par exemple le salaire de M. Michel Pembros, c'est quand il était président de BNP Paribas, se situe, comparé aux salaires mondiaux, tout à fait au bas de l'échelle. Le défend son ami Claude Bébéard. Donc eux, voilà, ils se comparent par rapport au top des rémunérations dans le monde. Pareil, quand on suggère de baisser la part variable des rémunérations, la stock option et tout ça, si vous souhaitez une délocalisation des directions d'entreprise, effectivement, plafonnez. Noël Forgeard s'augmente, pourquoi? Il s'était augmenté à l'époque, il était patron de Airbus, pour être à l'équivalent de Boeing, et on avait eu Sarkozy qui se vantait de 206%, pourquoi? Parce que son homologue allemande perçoit beaucoup plus. Donc il y a une comparaison vers le milieu ou vers le bas, il faut regarder ce qui se passe en bas, en Bulgarie, vous voyez ce que je veux dire, et en haut, eh ben, on regarde vers les États-Unis, on regarde vers les milliardaires qui, eux, gagnent. Je pense que ce théorème fait que de Schlecker-Holin, donc fait que ce sont en effet deux mondes qui coexistent, mais ils ne vivent pas, on se dit dans quel monde vivent-ils, mais ils ne vivent effectivement plus mentalement dans le même monde que nous. Ce qui crée des situations complètement cocasses, comme ces rencontres avec des infirmières, quand les deux mondes se rencontrent, ou quand Marine Bourlard, déléguée de CGT de CCE, a l'occasion d'interpeller Bernard Arnault en Assemblée Générale des Actionnaires, vous avez un espèce de non-dialogue à la fois absurde, pathétique et comique. Et donc c'est un comique sur lequel il faut jouer. Je pense que par ailleurs, ces cas-là sont significatifs pour moi d'une corruption structurelle. Alors moi, j'ai pas fait des grandes... J'ai toujours refusé qu'on dise que j'étais un journaliste d'investigation. Moi, j'ai jamais fait d'investigation. En général, mes investigations, elles se sont souvent bornées à faire Google. Taper le nom du mec sur Google, tu vois. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais à la Commission européenne. Je fais un petit voyage à Bruxelles et tout ça. Je vais à la Commission européenne et je regarde le planning. C'est au moment de la post-crise bancaire. Et je vois qu'il va y avoir... D'abord, j'avais raté quand même l'enseignement animé par Microsoft. Tu vois, j'avais raté ça, donc j'étais un peu vert. Et je regarde, il y a un truc sur la régulation bancaire. Et le mec qui est responsable de la commission de régulation bancaire s'appelle Jacques Delarosière.
Bon, je fais mon enquête, ma grande investigation, je tape Jacques Delarosière sur Google, je vois qu'il est responsable du principal lobby bancaire en Europe, qui regroupe Lehman Brothers, Goldman Sachs, à peu près tout, à l'époque BNP Paribas, ainsi de suite. Je vois que le gars, il travaille encore chez BNP Paribas, et je lui demande son mail à la fin, pour envoyer un mail à Jacques Delarosière, c'est que Jacques Delarosière à bnpparibas.com. Et c'était lui qui était responsable de gérer qu'est-ce qu'on devait faire des banques en Europe. Donc voilà, là on est dans le cas d'une corruption structurelle. Pour un bon équilibre, il s'était entouré d'une personne de chez Rothschild, d'une personne de chez Goldman Sachs, enfin voilà, il y avait tout à peu près tout dans sa commission. Donc comme ça, c'était internationalement représenté. Je pense que c'était une commission équilibrée. Mais je vois dans la même époque, on citait Pébro là, juste une image, des fois vous savez ça vous suffit. Il y avait une photo dans Paris Match, c'était une photo à la Rembrandt, un espèce de contre-jour. Christine Lagarde devait se rendre le lendemain à un sommet, je ne sais pas si c'était le sommet de Chicago ou quelque chose comme ça, mais encore pour régler la crise bancaire. Et vous aviez cette photo où vous aviez un coin d'épaule de Michel Pébro, et vous aviez tous les autres dans la lumière, comme chez Rembrandt, qui étaient éclairés en face, et donc il y avait Christine Lagarde, tout son cabinet, et donc Pébro parlait, les autres écoutaient, et le lendemain, Lagarde était au sommet pour énoncer la parole de la France. Et vous compreniez où est-ce qu'elle avait été forgée, la parole de la France. Je pense qu'il y a des images comme ça qui sont symptomatiques. Après, il y a des trucs tout bêtes. Vous lisez la biographie, à un moment, je voulais taper Dominique Strauss-Kahn, c'était avant qu'il ait ses soucis, il a été éliminé pour des raisons, à mon avis, d'une autre nature, mais... c'est simple, Dominique Strauss-Kahn, il lance sa carrière en sortant du ministère de l'Industrie en 1991, enfin 1993, mais il s'y est pris un petit peu à l'avance, en lançant un truc qui s'appelle le Cercle de l'Industrie, qui est un lobby qui va intervenir au niveau bruxellois pour soutenir l'industrie française. Et il est soutenu par Renault, par machin, qui mettent chacun du pognon dans la poche de Strauss-Kahn pour qu'il lance son Cercle de l'Industrie. Et ce mec, donc il lance ça, et il va devenir ensuite le ministre de l'économie de Strauss-Kahn. Mais ensuite, il va être remplacé, quand il est dézingué, il va être remplacé par Pierre Moscovici, qui à son tour va devenir ministre de l'économie. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, les ministres de l'économie, on a eu Francis Merck qui était directement patron, je reviendrai peut-être un petit coup sur le camarade Emmanuel Macron, mais les ministres de l'économie, c'est comme s'ils étaient choisis, parce qu'ils sont déjà préoptés, avec l'exception de Montebourg éventuellement, mais préoptés par le patronat. Après, j'avais fait tout un truc sur la European Roundtable, comment elle a guidé l'Union Européenne au niveau de toutes les années Delors et ainsi de suite. Bon, mais j'avais donc une discussion là-dessus avec Geoffrey Goens, qui est un universitaire belge, et qui me dit quelque chose de très juste. Je lui parle de lobby. Et il me dit, mais les lobbies, c'est pas juste, c'est pas un terme qui est juste. Parce que si on dit lobby, on a l'impression que c'est une pression sur le pouvoir politique qui vient de l'extérieur. Or, on est très au-delà de ça. Il y a confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent. Les deux sont intriqués, sont intimement mêlés, de telle manière qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un travail de lobbying qui se fait de l'extérieur quand en fait, c'est le système qui est entièrement gangréné de l'intérieur. Je pense que c'était assez juste. Par exemple, je me souviens de mon choc sur la cuvette des toilettes, quand en 2005, je suis remonté avec le traité constitutionnel européen dans l'édition L'Humanité. J'avais jamais lu ce genre de texte-là. Mais je pense qu'on a été un certain nombre à ce moment-là à être choqués parce qu'ils écrivaient, mettre les concurrences libres et non faussées comme ça, mais comme une obsession, ça revenait tous les 3 paragraphes. Libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, ça revenait tous les 3 paragraphes. Et je pense que quand on lit ce texte, on comprend qui tient la plume. Ensuite, on peut mener des enquêtes avec Geoffrey Goens et puis tout ça, pour comprendre plus clairement qui a tenu la plume, mais on est là-dedans. Et donc, du coup, on ne peut pas être surpris par les choix politiques, qui soient celles du traité constitutionnel européen, ou, moi j'y reviens, mais sur... par exemple, il y a la loi Macron, il y a la loi travail, mais le crédit impôt compétitivité emploi. Je sais que je vous sers le truc régulièrement, mais il faut vraiment que vous l'enregistrez, parce que comme c'est à vous de porter le message et d'aller faire du porte-à-porte et ainsi de suite. Mais ce truc, c'est quand même assez formidable. La réflexion m'est venue en allant chez Bigard, donc l'entreprise de Hailly-sur-Somme qui fermait. Bigard qui avait reçu 10 millions d'euros de crédit impôt compétitivité emploi. J'ai la discussion avec Pascal Demarthe, donc suppléant de Pascal Boitard, député, pour lui dire mais alors vous allez récupérer le pognon. Ah ben non, ce n'est pas conditionnel, on aurait dû le faire conditionnel, mais on l'a pas fait conditionnel et machin. Et je suis avec Vincent dans la bagnole et on entend un édito à la radio sur comme quoi le crédit impôt compétitivité emploi a permis de créer ou sauver 100 000 emplois.
Vous voyez? Et je demande à Vincent, est-ce que donc je fais mon calcul de tête. Bon, mais j'arrive à une somme qui est tellement délirante, je me dis, mais ça fait plus de 200 000 euros par emploi par an. Ça veut dire que, grosso modo, c'est 20 000 euros par emploi par mois. Vous voyez le truc délirant. Je demande de vérifier sur le portable à côté, mais on est bien à ça. Pour créer un emploi dans le privé, on donne, avec le crédit impôt de compétitivité emploi, 20 000 euros par mois pour un emploi. C'est ça, la réalité de ce CICE. Donc c'est-à-dire que on jette de l'argent à fonds complètement perdu. Et évidemment, là, si jamais on décidait de directement donner au public, directement donner à l'éducation, directement donner à la santé, directement donner aux associations, ça permet immédiatement de créer 600 000 à 1 million d'emplois. Donc on est dans un rapport qui, à la fois en termes d'utilité sociale et de lutte contre le chômage, mais alors là où c'est complètement délirant, et on voit que la pensée médéfienne a contaminé le système, c'est que, bien que ça soit un rapport remis au Premier ministre, fait par France Stratégie, donc vraiment le truc du Premier ministre, qui établit ça, il n'y a personne qui tire la conclusion qu'il faut arrêter ce dispositif immédiatement pour au moins s'épargner les 22 milliards d'euros. Non, la conclusion qui en est tirée par Fillon et Macron, c'est qu'il faut augmenter le CICE. Il faut encore alléger. Ça fait 30 ans que ça tourne comme ça. Ça fait 30 ans qu'on a deux solutions. Parce qu'on dit contre le chômage, on a tout essayé. Hein, c'est la phrase de Mitterrand. Moi, je considère que contre le chômage, on n'a rien essayé. On a essayé de faire des allègements pour les entreprises. Et je veux dire, vous prenez du Yvon Gattaz et du Pierre Gattaz, vous les mettez côte à côte, c'est les mêmes métaphores. On est en train de courir un marathon avec un sac à dos qui est chargé de pierres. Mais l'un le dit, l'autre le répète. À 30 ans d'intervalle, le père et le fils, quoi. Mais bon, ça, alléger, flexibiliser, tout ça, et puis voilà, puis flexibiliser pour les salariés. Donc ça fait 30 ans que cette chose continue. Donc la conclusion de ce CICE, c'est voilà. Alors de la même manière, on a baissé l'impôt sur les sociétés. Bon, on a eu une véritable... faut le savoir, ça passe complètement inaperçu. Tu le savais ou pas? Baisse de l'impôt sur les sociétés en décembre de l'année dernière. On est passé de 33% à 28%. 28%. Et déjà, on est à 28%. Macron il propose de descendre à 25 et puis la Cour des comptes elle conseille de partir à 25 parce qu'on sera à l'équivalent de tous les systèmes européens. Il faut savoir qu'au milieu des années 80 on était à 50% d'impôt sur les sociétés. Déjà on baisse à 28 et là c'est 4 milliards d'euros qui sont partis. Et quand dans les années 90 le Parti Socialiste a commencé à baisser l'impôt sur les sociétés, à le faire lui-même, ça faisait des papiers entiers de surprise dans les Échos. Là, la même politique est menée et on n'en entend même pas parler, tellement c'est devenu la norme de mener cette politique, parce que pour moi il y a une confusion entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. Et je dirais que ça vaut, cette confusion, elle vaut... Alors j'étais à la Banque Centrale Européenne parce que moi j'ai beaucoup de problèmes dans toutes les histoires de finances. Il faut que je matérialise ça, sinon je comprends rien. Et comment se crée la monnaie, je comprenais pas. J'étais avec Pascal Canfin, avant qu'il soit ministre. On était allé à la Banque Centrale Européenne, je ne comprends pas comment est créé l'argent. Et donc je vais au 4e étage de la Banque Centrale Européenne à Francfort, et on m'explique, un mec de la BCE m'explique, ben voilà, c'est des ordinateurs, on reçoit des demandes d'argent des banques commerciales, et on décide si on répond positivement à ces trucs, et puis à ce moment-là, eh ben on met 20 milliards d'euros, je ne sais plus qu'est-ce que c'était les sommes, hein, on met 80 milliards par mois, mais c'était par semaine. C'est un truc semaine, donc ça devait être peut-être aux ans. Je sais pas trop combien c'était. Mais on décide de larguer ça, et puis les banques, elles se débrouillent, elles prennent le pognon. Voilà comment se crée la monnaie. Donc c'est un ordinateur qui concrètement crée la monnaie. Bon, j'étais très surpris de découvrir ça, et je discute avec Pascal Canfin, et il me dit, je pense qu'il n'est pas con, l'image c'est de dire, voilà, on injecte, c'est l'injection de liquidité, ils appellent ça la Banque Centrale Européenne. C'est la politique qui est monétaire qui est menée à ce moment. On injecte un maximum de liquidité dans le tuyau, mais sans se demander si à l'arrivée ça va vraiment vers les entreprises, vers les particuliers, vers les collectivités, ou si dans le tuyau il y a plein de trous qui s'appellent la spéculation. Et en gros là, on injecte à fond, mais sans se demander s'il y a des trous partout dans le tuyau. Et c'est quand même ce qui est en train de se produire. Et donc dans cette confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent, pour moi, il vaut, y compris pour les candidats qui se présentent comme étant hors système. Les deux candidats, j'ai un tableau là sur... Alors, sur Macron, j'aime bien dire que ça serait bien que les candidats à la présidentielle, puisqu'on est dans la course à l'Élysée, ça soit comme pour le Tour de France. Le Tour de France, il y a le nom des sponsors sur le maillot, quoi. Et
quand même, on aimerait bien que Macron y ait le nom de ses soutiens, donc Pierre Gattaz qui s'est révélé pour lui, évidemment Rothschild, Free, enfin qu'on ait la liste de ses soutiens sur le maillot. C'est évidemment, compte tenu de son parcours, c'est évidemment l'homme lige pour moi de la finance. Je ne sais pas si c'est... même Stéphane Richard disait, donc le PDG d'Orange, il disait, voilà, quand on veut parler à Hollande, il faut passer par Macron. Aquilino Morel dit, quand on était à l'Élysée, il était interdit de dire un mot de mal du MEDEF. Enfin voilà, bon, donc on a l'homme... c'est marrant d'ailleurs comment il s'arrange quand même bien. Tu sais, un homme peut remplacer un autre. C'est-à-dire que c'est quand même bien foutu. DSK tombe, boum, il y a Hollande à la place, c'est pas grave. Tu vois. Et là, t'as boum, Fillon qui tombe, c'est pas grave, il y a Macron à la place. Ils en ont un autre, quoi. Bon. Et donc évidemment, j'ai lu le programme de François Fillon, voilà, d'Emmanuel Macron. On a des joies comme ça le soir. C'est l'avantage de faire de la politique. Et il n'y a pas une seule fois le mot dividende, il n'y a pas une seule fois le mot actionnaire, qui est évidemment le grand mal pour moi de l'économie et de l'époque. C'est quand même la gouvernance laissée aux mains des actionnaires et le pouvoir des dividendes. Mais on retrouve cette même absence dans le programme de Marine Le Pen. Dans les 144 engagements de Marine Le Pen, il n'y a pas une seule fois le mot actionnaire, il n'y a pas une seule fois le mot dividende. Donc, qui est l'adversaire? Alors, là, il y a un truc que j'aime bien, c'est fait à partir d'un papier du Monde sur les Panama Papers. C'est, puisqu'on est dans une législative, c'est le tableau du mode de financement. Tiens, je ne vais pas me le tenir. Le tableau du mode de financement du Front National aux législatives de 2012, aux dernières législatives. Alors, je prends le papier du Monde. Alors, c'est moi qui ai fait le tableau, hein. Mais un montage complexe révélé par Panama Papers a mis sur pied. Première étape, en mai 2012, le patron de Riwal se porte acquéreur par l'intermédiaire d'une entreprise liée à Riwal et OFL, Unanime France, d'une société écran joliment baptisée Time Dragon, sise à Hong Kong, dont la maison mère est domiciliée à plus 15 km de là, aux îles Vierges. Une de ces coquilles vides domiciliées dans les paradis fiscaux bienveillants, constituées pour quelques milliers d'euros avec force prête-nom, que se repassent ces investisseurs désireux de faire des affaires dans le secret plus absolu. Time Dragon est une filiale à 100% de Arson Asia Limited. Est-ce que vous arrivez à vous situer là? Tu peux pas faire la flèche en même temps. Time Dragon, donc ça passe par là, ça tac, tac, là on en est là en principe. Bon, donc l'article il fait des allers-retours. Mais donc, Time Dragon est une filiale à 100% de Arson Asia Limited, domiciliée sur l'île de Tortola, aux îles Vierges, par la firme panaméenne Mossack Fonseca. Je sais pas, normalement il n'y a plus personne qui suit déjà. C'est elle qui effectuera l'investissement final dans la société de l'ami de Frédéric Chatillon à Saint-Galcourt, mais encore faut-il que Time Dragon puisse réceptionner les fonds français sans attirer l'attention. C'est là, et c'est là que ça m'intéresse encore plus, c'est là qu'intervient Nicolas Crochet, c'est la seconde étape. Pour brouiller encore davantage les pistes, l'expert comptable, qui a été chargé du programme économique de Marine Le Pen en 2012, propose d'utiliser comme entité de portage l'une des sociétés offshore hongkongaises de son frère Sébastien, Ever Harvest Garments Limited, une société par ailleurs en délicatesse avec le fisc chinois. J'arrête là, mais là ça m'amuse, ce qui m'amuse le plus, bon voilà le montage. Alors moi je vous garantis que mes comptes pour le financement de cette campagne seront 100% Picard, mais ce qui m'amuse le plus c'est que quand même, celui qui a fait ce montage-là, c'est l'homme qui a écrit le programme économique de Marine Le Pen en 2012. C'est-à-dire le parti qui se dit contre le mondialisme, contre la libre circulation des capitaux, et qui met en place pour financer son élection un montage comme ça. Ils sont quand même assez habiles. Par contre, on comprend pourquoi au Parlement européen, ils se sont dit contre la levée du secret des affaires, quoi. Mais donc voilà. Alors... ajouter, c'est que Chatillon, non, c'est que Chatillon, le mec qui a monté ça, est quand même un des fondateurs du GUD, le groupe Union Défense, qui est quand même, enfin pour ceux qui le, c'est quand même une bande d'antisémites, de nervis d'extrême droite et de nazis. Donc en plus d'être ce que tu dis, c'est aussi ces gens-là, quoi. C'est pour ça que dans la discussion qu'on avait eue cet après-midi, pour moi, le Front National est un parti fasciste. Et le fasciste au sens du fascisme de Mussolini, c'est-à-dire la grandeur de la nation, le rejet de l'étranger. Mais en plus, ils ont ce truc-là, ce rapport à l'argent, quoi. Et donc c'est bien pour ça que la situation est compliquée aujourd'hui, surtout en Lorraine, c'est un peu pareil que chez vous, quoi, le Front National. Et moi j'ai tendance à penser que... parce que je voyage pas mal, c'est que les sondages ne prennent pas en compte la France des déclassés et tous ces gens-là qui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, donc il y a vraiment un danger
de ce vote-là, quoi. Et la difficulté, c'est très bien que tu montres ce schéma-là, c'est que on ne nomme pas, il faut l'expliquer ça, parce que Marine Le Pen, évidemment, n'est pas interrogée là-dessus quand elle fait l'heure de vérité, enfin, pas l'heure de vérité, je suis encore à 30 ans plus tôt. Quand elle fait les émissions politiques, là, elle en parle pas de ça. Donc c'est pour ça que non seulement ils font des schémas pourris comme cela, mais en plus, ce sont des antisémites et des racistes et eux, en l'occurrence, les types du GUD sont vraiment des révisionnistes. En plus, il y en a un qui s'est fait virer, c'est la même équipe, c'est Châtillon, etc. Et ce sont des amis très proches de Marine Le Pen qui, bien que cherchant à se dédiaboliser avec Philippot et avec tout ça, elle les conserve avec elle. Pourquoi elle les conserve? C'est pas uniquement une question d'amitié, c'est évidemment une question d'argent, parce que ce sont eux qui ont fait les schémas financiers. Et voilà. Oui. Moi je crois que ceci dit, si on en reste à la dénonciation, le problème c'est on peut pas en rester là. Il faut absolument que, parce que il y a le risque quand on parle de finances. Alors j'ai bien aimé la phrase de Hamon, je reprenais régulièrement le truc de Mélenchon, de Hollande, c'est grave comme lapsus, là c'est comme de Hollande qui disait mon adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti et pourtant il gouverne. Bon, moi je disais attention, notre adversaire il a 1000 noms, 1000 visages, presque tous les partis et c'est pour ça qu'il gouverne. Et j'ai vu que Hamon avait grosso modo raconté la même chose il y a 10 jours et je me demande s'il n'est pas allé le piquer sur ma chaîne YouTube. Enfin bon, c'est pas grave. Donc comme quoi tu vois, tu inspires Hollande 2012 et moi Hamon 2017. Bon, donc non. La question d'abord c'est est-ce qu'il y a une volonté politique? Aujourd'hui, quand je lis les textes européens, on nous dit, je le rappelle, qu'on veut la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement ça au sein de l'Union européenne, mais on veut aussi ça avec les Bahamas, avec le Japon. On veut que ça puisse se transiter librement entre Paris, la Chine et ainsi de suite. Bon, déjà la question c'est, après on peut se demander si c'est faisable techniquement d'aller contre ça. Mais déjà, il y a quelle volonté politique on a? Est-ce qu'on a la volonté politique de favoriser cette libre circulation des capitaux ou au contraire, est-ce qu'on a la volonté politique de l'entraver? Une fois qu'on a la volonté politique de l'entraver, on peut se demander quels sont les meilleurs moyens pour y parvenir. Mais déjà, il faudrait qu'il soit gravé dans le marbre qu'à la place de vouloir la libre circulation des capitaux, je laisse les marchandises pour aujourd'hui de côté, je lui consacre suffisamment de temps en général, pour avoir la libre circulation des capitaux, y compris avec les pays tiers, l'objectif, ça soit non pas que ça se fasse au maximum, mais que ça se fasse au minimum, qu'on veuille aller vers des entraves au flux de capitaux, qu'on veuille aller vers des entraves à la spéculation et ainsi de suite. Or là, ce qu'on a inscrit comme volonté politique, c'est l'inverse, c'est la volonté de le favoriser au maximum. Ensuite, moi, par rapport à Hollande, ça revient un peu la même chose, c'est la question de la volonté politique. C'est-à-dire que c'est une phrase de Roosevelt qui dit aujourd'hui il faut essayer quelque chose. Le peuple peut nous pardonner d'échouer, mais nous devons essayer quelque chose. Moi, j'en aurais pas voulu du tout à Hollande s'il avait échoué. Mais il n'a pas échoué, Hollande. Il n'a pas essayé. Il n'a pas essayé il était pour refaire une autre Europe et ainsi de suite. Bon, moi, j'y crois pas de cette manière-là. Mais allez, c'est ce que je disais cet après-midi. À ce moment-là, s'il voulait commencer par refaire une autre Europe, il devait souhaiter dès 2012 la victoire de Tsipras en Grèce pour avoir un poids d'appui avec lui en plus en Europe. Il devait faire le tour de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, tous les peuples européens du Sud qui souffrent, et y compris les peuples qui peuvent être gouvernés par des gouvernements de droite, et aller rassembler cette Europe latine qui souffre de l'Europe allemande, quoi. Enfin, c'est pas pour être anti-allemand, mais enfin, c'est quand même sur ce modèle-là qu'elle se construit. Eh bien, il n'y a pas eu cette volonté. Donc, moi, je dis, il faut d'abord savoir, est-ce qu'on a la volonté? Alors, ça veut dire que derrière, c'est une bataille. Voilà. Il faut savoir qu'on mène c'est une guerre. Tu disais que toi, tu t'es senti en guerre, mais se dire qu'on veut aller contre la libre circulation des capitaux et des capitaux, y compris avec les pays tiers, c'est déclarer la guerre, et ça veut dire que les médias qui aujourd'hui sont aux mains de gens qui sont très favorables à la libre circulation des capitaux, le pouvoir politique qui fait ça, il entre en guerre aussi avec les médias. Donc il faut savoir, voilà, il y a ça, mais après, moi, après on peut se demander quels sont les leviers d'action. Alors, toi, tu parlais beaucoup de justice internationale et tu me soupçonnais d'être hostile à une justice internationale parce que
je suis protectionniste sur le plan des capitaux et des marchandises. Mais c'est pas parce qu'on est défavorable à la libre circulation des capitaux et des marchandises qu'on souhaite pas, au contraire, qu'il puisse y avoir une justice internationale qui puisse poursuivre les corrompus à travers, c'est même, enfin, c'est au-delà de la corruption. Vous voyez, par exemple, dans mon film, moi je pense que l'image la plus choquante, c'est un moment où on voit François Hollande inaugurer la fondation LVMH en compagnie de Bernard Arnault. LVMH, c'est l'entreprise française qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Bon, ben voilà, il choisit d'inaugurer, d'apporter un quitus moral à l'homme qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Donc là, il y a un choix politique de se rapprocher ou de pas se rapprocher. Sur le CICE, il y a des leviers comme ça qui sont très simples. Sur le CICE, c'est une mesure nulle. Donc déjà, c'est un truc qu'on peut réorienter très facilement. Et ensuite, moi, le travail de Denis Robert, il m'a intéressé parce qu'en fait, vous savez, on vous présente la finance comme étant quelque chose d'intouchable parce qu'il y aurait des tas de flux dans tous les sens et tout ça. Et en fait, je trouvais que c'est pas toujours ce que tu mettais le plus en avant dans tes propos, mais que dans ces deux livres, Révélation et La boîte noire, il révélait en fait un point nodal. C'est-à-dire que ces flux financiers, en fait, ils n'étaient pas transversaux dans tous les sens, ils étaient extrêmement centralisés sur Clearstream ou sur Euroclear. En gros, il y en avait deux qui centralisaient tous les flux de capitaux mondiaux. Si c'est centralisé à ce point-là, vous imaginez quel levier d'action ça nous donne. C'est pas comme si ça partait dans tous les sens et puis tout ça. On sait où taper du coup. On sait que là, il y a un cœur, on peut aller taper au cœur. Donc je pense que les bouquins de Denis Robert, ils proposaient un levier d'action en disant, ben voilà, là on peut avoir la totalité sur ces deux boîtes, Euroclear et Clearstream, on peut avoir la totalité des transactions financières qui se déroulent à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire que pour les taxer, pour les interdire, pour les ceci, pour les cela, on a potentiellement un levier d'action. Alors après, il y a un combat à mener pour aller reprendre la main sur ce levier d'action, mais qui me semblait tout à fait faisable. Donc voilà, je termine là-dessus. Après, si je termine sur un autre truc, c'est que quel est notre rôle ? Je pense que je ne vais pas vous la raconter. Vous savez que demain nous n'aurons pas une majorité de progrès. J'espère que vous me conduirez à l'Assemblée nationale. Ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à convaincre des gens autour de vous de le faire. Je pense que pour les salariés de Whirlpool, nous n'aurons pas une majorité de progrès qui permettra d'empêcher la délocalisation, de réorienter la production. Et puis tout ça, on ne va pas se la raconter. Je pense pas que nous aurons une majorité de progrès qui nous permettra d'aller affronter de face la finance en juin prochain, de mettre en cause Clearstream et ainsi de suite. Mais maintenant, on a un rôle qui est de préparer un socle commun idéologique pour demain. Pour demain, soit pour les élections à venir, mais pour autre chose aussi. Moi, je pense que 2009 a été une fenêtre d'opportunité dans laquelle nous ne sommes pas rentrés. C'est-à-dire qu'en 2009, après la crise, les dirigeants économiques eux-mêmes venaient se flageller dans la télévision en disant nous avons fauté, nous ne recommencerons plus, c'est vraiment dégueulasse, la finance, tout ce qu'on a fait c'est infect et tout ça. Et nous, on a fait des manifs où il y avait 1 million de personnes, 3 fois 1 million de personnes au printemps 2009, c'est énorme. Mais et partout en Europe, et partout dans le monde on peut dire. Et pour dire quoi ? Pour dire nous ne payerons pas leurs dettes. C'est-à-dire que c'est un slogan politique qui est vraiment minimal, dans lequel il n'y a aucun contenu. Nous ne payerons pas leurs dettes. Il aurait fallu que, la crise arrivant, nous ayons déjà un certain nombre de solutions communes, nationalisation des banques, c'est-à-dire que plutôt que de leur donner du pognon pour qu'elles se reconstituent à l'intégrale, ou socialisation, on peut trouver, ben voilà, mais le pognon, leurs actions, elles valent plus rien. On les ramasse à la petite cuillère, on les reprend pour nous, on les nationalise, on les socialise, on en fait autre chose. Tu parlais de la séparation de banques d'impôts et de banques d'affaires. Séparation, mais que ça soit comme un truc évident, qui soit le socle commun de ce que nous avons à apporter. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas parler aussi de la politique commerciale, mais il faut parler aussi du rôle des médias dans le fait qu'on laisse parler les hommes, ce sont quand même les porte-voix de la finance qui ont une libre voix pour venir commenter la crise elle-même. Donc vous voyez, et je pense qu'il faut qu'on construise ce socle idéologique commun
de manière à ce que si jamais, parce que bon, on a lu tous les deux le dernier bouquin de François Morin par exemple, qui pose que dans les 10 ans à venir, c'est sûr qu'on aura une nouvelle déflagration financière. Et il ne faut pas le considérer, enfin, ça peut être pris en positif. C'est une fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte pour, sur leur échec, imposer notre programme. Mais si on veut imposer notre programme, il faut déjà qu'on soit d'accord massivement entre nous et qu'on ait déjà diffusé au sein de nos organisations, nos syndicats, nos partis, que ça a déjà fait mouche dans la tête d'un certain nombre de personnes pour que quand la fenêtre d'opportunité s'ouvre, on sache rentrer dedans. Voilà. Et c'est l'une des choses que je veux faire, en tout cas dans la première circonscription de la Somme. Je vous remercie. Je pense qu'il y a moyen de faire pression aujourd'hui en s'appuyant sur plusieurs pays européens. Si les politiques changent, voilà. Bon, effectivement, après, il faut sortir de l'Europe. Mais pour sortir de l'Europe, je fais partie de ceux qui pensent que ça va être encore plus la merde, quoi. Donc on est... voilà, j'ai pas répondu à toutes vos questions. Alors, juste pour mémoire, mais jusque dans les années 70, aux États-Unis, la tranche marginale de l'impôt sur les revenus était de 90%. Ça n'était pas à l'époque confiscatoire. Donc ça veut dire que là, le Conseil constitutionnel, il est à la fois rétrograde, mais ça s'inscrit malheureusement dans un état d'esprit qui balaye le monde depuis 30 ans, quoi. Donc après, moi je pense que la seule solution c'est le peuple, c'est-à-dire que c'est des manifs devant le Conseil constitutionnel, si jamais ça va pas, mais voilà, il faut avoir un état d'esprit en ébullition. La Commission européenne, bon c'est vrai que j'avais un agriculteur qui m'a dit qu'il était allé là-bas, qu'il avait rencontré le responsable du lait à la Commission européenne, il m'avait dit mais on était là-bas, c'était les petits soldats de Milton Friedman, donc le chef de file de l'école de Chicago, quoi, sur le plan économique. Donc bon, moi je suis, la position de Mélenchon, elle me va très bien, sûr de dire, j'ai pas de problème avec la position de Mélenchon sur l'Europe. Moi je crois pas que cette Europe elle puisse être réformée, j'y crois pas. À 27 ou à 28, je crois que toute mesure progressiste aujourd'hui, sur le plan fiscal, sur le plan environnemental ou sur le plan social, est à la fois condamnée par l'Europe et par le régime de libre-échange. C'est-à-dire le régime de libre-échange qui fait que vous n'êtes pas compétitif. Si vous imposez une fiscalité forte sur les entreprises en France, il y a le risque qu'elles se barrent ailleurs. Enfin voilà. Donc je pense que la Commission européenne, moi je suis pour un bras de fer qui soit un bras de fer très costaud avec l'Union européenne, et que si ça va pas, il faut que ça casse. Alors Denis Robert, dans les 4 heures de discussion qu'on a cet après-midi, me dit oui mais regarde, c'est ce que font les Anglais. Non, je pense pas que ce soit ce que font les Anglais, parce que ce que font les Anglais, c'est qu'ils se barrent tout seuls. Et moi je pense qu'il faut qu'il y ait un pays qui soit locomotive, et je dis pas cocorico, vive la France et ainsi de suite. Mais à un moment, l'histoire, elle se fait parce qu'il y a un peuple qui enclenche la marche avant. Et derrière, ça suit, ou ça suit pas. Mais la Révolution française, ils ne se sont pas demandé si le roi d'Angleterre était d'accord, si l'empereur de Prusse était d'accord. Enfin, il n'y a pas eu des discussions entre diplomaties. À un moment, il faut il y a un peuple qui enclenche la marche avant, mais avec le souci d'entraîner derrière lui. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on sortirait de cette Europe-là, il faut immédiatement poser les bases et les discussions pour une autre Europe qui se fasse avec les pays qui nous sont le plus proches, à la fois géographiquement, mais aussi économiquement. Il faut immédiatement discuter avec l'Espagne, y compris avec des gouvernements de droite, en Espagne, au Portugal et tout ça, pour savoir s'il faut recréer un marché commun de pays qui soit plus proche, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'en même temps, il faut avoir pensé la possibilité d'une sortie de l'Europe, et en tout cas que la menace puisse éventuellement être mise à exécution, et en même temps, penser la construction de ce qu'on devra faire après. Parce que c'est pas vrai, la France tout seul, moi j'y crois pas. Mais je pense qu'en tant que locomotive, on peut entraîner derrière. Et de toute façon, ça finira par péter, et il vaudrait mieux qu'au moment où ça pète, ça soit prévu, plutôt que ça se passe pour ainsi dire, dans l'anarchie. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que sortir de l'Europe, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand je disais la fusion entre le monde de l'argent et le monde politique, c'est pas vrai qu'à la Commission européenne, c'est d'autant plus prononcé là-bas. Mais c'est pas vrai qu'à la Commission européenne. Donc c'est pas parce qu'on serait sorti de l'Europe que automatiquement on créerait une société française qui serait beaucoup plus juste. Ça va pas de soi. Donc il y aurait quand même encore tout à construire pour peser, pour construire un pays meilleur qui mène vers une Europe meilleure, quoi.
Vas-y, Denis, vas-y. T'as 4 questions, donc vas-y. Non, je vais être assez rapide. Sur la corruption, je pense qu'elle s'est transformée, mais on est toujours dans un pays corrompu. Enfin, c'est-à-dire d'ailleurs, le mot vieillit mal, corrompu. Je me souviens quand une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné de Libération, c'est parce que en janvier 95, on me demande d'écrire l'éditorial du journal. Pour moi, c'était important parce que c'était un acte. Enfin, j'étais assez fier. J'en avais écrit un ou deux, et je fais un édito. C'était au moment des affaires Carignon pour dire que ce type d'affaires était l'arbre qui cachait la forêt des dossiers qui étaient enterrés, et que je pensais être capable d'expliquer pourquoi la France était un pays profondément corrompu. Et donc, mon rédacteur en chef de l'époque était venu me voir et m'avait dit: tu peux pas écrire ça, regarde, Carignon est tombé, il y avait les affaires Tapie, etc. Et donc, je me suis défendu. On m'avait demandé d'édulcorer cet éditorial. Et j'ai refusé. Et en fait, j'étais à Paris, j'étais bien content de rentrer chez moi à Metz. Et le lendemain, j'ai ouvert Libération, ils avaient mis une publicité à la place, parce que c'était la fin du journal, l'éditorial avait été... et donc j'ai démissionné, j'ai utilisé cet argument-là pour démissionner. Et donc, puis j'en avais marre, enfin, etc. Mais parce que je côtoyais ce monde interlope de la finance, où je rencontrais des escrocs, des types qui me racontaient des histoires que je pouvais pas mettre dans le journal, mais j'avais vraiment le sentiment qu'on était à ce niveau-là de corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, même si la Cour des comptes fait du travail, même si à des niveaux locaux, on a l'impression que ça va mieux, il y a un côté increvable pour acheter des commissions. Et il y a des affaires aujourd'hui, parce que les médias sont dans des situations économiques difficiles, on en voit moins de ce type d'affaires. Mais je peux vous dire qu'en Lorraine, par exemple, le conseil régional, à la tête de la Lorraine, il y avait un socialiste qui s'appelle Jean-Pierre Masseret, mais il pourrait s'appeler Jean-Pierre Fillon, ce serait pareil. C'est-à-dire que je pense que ces costards, ils ne les payent pas. Et je pense qu'il y a eu des fausses factures au conseil régional. Je pense qu'il y a une partie de nos impôts sert à enrichir ces élus, etc. Tout à l'heure, François montrait le schéma du Front National. On est vraiment là où là c'est nos impôts qui financent ce parti. Donc globalement, la situation ne s'améliore pas à ce niveau-là. Même si, c'est vrai, c'est des choses qu'on dit souvent, mais moi, ma femme, par exemple, est conseillère municipale. Je vois comment dans le village où j'habite, qui fait 2000 habitants, les types se battent tous les jours avec rien. Les villes ont plus de moyens. Et il y a des tas d'élus de droite, de gauche et tout qui sont évidemment pas corrompus, qui ont une haute idée de leur fonction. Mais quand vous voyez qu'à la tête de l'État, on en est là, c'est assez désespérant, quoi. Donc après, il n'y a plus que... et vous voyez que dès qu'on aborde ces questions, paf, ça fait automatiquement monter l'extrême droite, parce qu'elle a des réponses très simplistes, et elle pratique la même chose. D'ailleurs, une de mes activités, c'est producteur. Donc je produis des documentaires, et je suis en train de produire un film d'un de mes amis sur Cogolin. Et Cogolin, c'est une ville vitrine du Front National, et il y a 10 conseillers municipaux du Front National qui sont partis, parce que c'est le Front National immobilier. C'est-à-dire qu'il y a un type qui... j'ai oublié son nom, le maire de Cogolin, qui a vendu 22 millions d'euros au beau-frère de Balkany, un endroit pour faire une marina. Donc, et il y a à l'intérieur du Front National, il y a une bagarre là-dessus. Et il y a eu un papier dans Society qui montre que 30% des élus du Front National, conseillers régionaux, généraux et conseillers municipaux, ont démissionné du parti, et pour des raisons financières. Parce que ces gens-là qui font de la vertu, un combat, etc., sont finalement, quand ils arrivent à des trucs, la première idée qui leur vient, c'est d'aller dans le pot de confiture. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Rapidement sur la question des salaires, il y a un problème de licence bancaire en France, parce que moi-même, parfois je veux changer de banque, ou mais j'avais voulu mettre mon argent à un truc qui s'appelle la Nef, que vous devez connaître, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de carte bancaire, donc on est toujours dépendant de ce système bancaire. Et il y a peut-être le crédit coopératif mais qui s'est appuyé sur le crédit mutuel. Donc c'est pas simple, quoi. Moi j'ai pas de conseils à vous donner.
à ce niveau-là, quoi. Quant à la description de votre troisième question sur les multinationales de plus en plus riches, vous avez raison, parce vous connaissez tous 1% de la population mondiale possède ce que possèdent les 99%. Et ce que je crois, j'ai écrit une bande dessinée de science-fiction qui s'appelle Mandelberg, et j'imagine un monde où les multinationales ont gagné la partie, mais c'est ce qu'elles sont en train de faire. C'est-à-dire que les multinationales sont bien plus puissantes que les États aujourd'hui. Et on est ce qui se passe, c'est qu'on crée des oligarchies, c'est-à-dire que les multinationales... on est dans un casino géant où l'argent doit tout le temps être mouvementé. Celui qui s'arrête de jouer, de miser, et de miser de plus en plus, il meurt. Donc, on est dans un système comme ça. Et donc, de plus en plus, on va vers la création de monopoles de plus en plus gros, de plus en plus puissants et de plus en plus apatrides. Et donc, le grand jeu de ces multinationales, c'est de ne pas payer d'impôts, évidemment. Et c'est pour ça que vous avez, je vous ai oublié son nom, la secrétaire d'État, la commissaire européenne danoise, celle qui a collé l'amende de 13 milliards à Apple en Irlande, elle aura des tas de difficultés à faire payer son amende. Mais c'est aussi, bizarrement, ces multinationales étant transfrontières, si vous voulez, elles ne sont pas associées à un pays, pour lutter contre leur pouvoir, le seul moyen, c'est d'avoir une lutte transfrontière. Ou alors il faut interdire Google, interdire Apple en France, etc. Et vous voyez que c'est pas possible. Le numérique et la révolution numérique fait qu'on est dans un monde qui est sans frontières. Donc on ne peut pas les créer, ces frontières. Le seul moyen de lutter contre ça, c'est pour ça que je ne suis pas souverainiste et que je trouve que le souverainisme, c'est encore plus de corruption, fatalement. Parce qu'on est et on peut rien. Le seul moyen de lutter contre ces multinationales ou ces oligarchies, etc., c'est des gouvernements transnationaux. Et ça ne veut pas dire... se répudier, ça veut pas dire... Mais le combat est à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça que les élections européennes sont aussi importantes, et c'est pour ça que ce qui se passe à Bruxelles, et malheureusement, Bruxelles, c'est une folie quand on voit ce qui s'est passé. Encore, vous connaissez tous LuxLeaks. Moi, je connais très bien ces deux lanceurs d'alerte, Deltour, Allais. Ce qu'ils nous ont démontré, c'est quand même incroyable. Vous avez plus de 300 multinationales qui ne payent pas d'impôts, alors que nous, on paye des impôts. Il y avait une solution au moment de Bruxelles. Vous avez des députés, surtout des écolos d'ailleurs, et un écolo belge qui s'appelle Philippe Lamberts, qui est absolument... C'est un des types les plus solides que j'ai vu sur ces questions. Mais malgré tous ces efforts, aidés par Eva Joly, par José Bové ou par des gens comme ça, quelques socialistes dissidents, et puis des écologistes de différents pays, ils ont essayé de créer ce qui semblait la chose la plus normale, compte tenu de l'émotion qu'a suscité cette affaire LuxLeaks, de créer une commission d'enquête européenne. Et c'est très important, parce qu'une commission d'enquête européenne a des moyens coercitifs. Ils peuvent faire venir les dirigeants, ils peuvent changer la loi, etc. Et là, il y a eu un lobbying terrible des banques et des multinationales, et évidemment, il n'y a pas eu de commission d'enquête. Il y a eu une mission d'information. Et les socialistes français ont cédé. Et ce sont eux, à l'intérieur des commissions, des sous-commissions, qui ont finalement voté pour cette commission qui n'est plus une commission d'enquête. Ce qui veut dire que LuxLeaks va continuer... Enfin, je veux dire, les multinationales continuent à se rincer, le Luxembourg continue à fabriquer des législations sur mesure, etc. Voilà. Après, la seule chose qui peut leur faire peur, c'est une insurrection ou un vote, effectivement. Et si Mélenchon, ce que je ne crois pas, même si je peux le souhaiter, arrive au pouvoir en France, ça pourrait être la solution, mais on en est loin, quoi, en termes de futures élections. Je ne sais pas si on s'en approche. Voilà. J'aimerais bien. Je vais conclure. C'était sur l'énergie. Vas-y. Est-ce que par Hamon a modifié, c'est Hamon qui a modifié la loi sur le boycott, les actions de boycott? J'en sais rien. Est-ce que par le biais du boycott, on ne peut pas justement entamer des actions qui pourraient justement contrecarrer ou tout au moins mettre un petit grain de sable dans le système à un moment donné ou les faire chier, quoi. Donc le seul moyen, c'est de se réunir, d'être
nombreux et puis de les emmerder quelque part. On le voit bien dans ton film, c'est comment dire, le petit grain de sable dans la machine, entre guillemets, qui était un peu disjoncté. Ou alors, il faut occuper la rue, il faut descendre. Oui. Je conclus, d'accord. Non mais j'entends et j'intègre à mon propos. La question a été posée, la question écologique, en gros. Je le disais cet après-midi à Denis, la question sociale. Pour moi, il y a des hauts et il y a des bas. Sur les 30 dernières années, ça va plutôt vers le bas. Mais si on regarde sur un siècle et demi, ça va plutôt vers le haut. Et on pourrait être optimiste, même si en ce moment ça va mal, sur la question sociale, on pourrait être optimiste sur la longue durée. Maintenant, les gens, ils vivent pas dans la longue durée. On vit parce qu'on a une vie et qu'on a celle de ses enfants qui est derrière. Et ce sont nos échéances. Et donc, voilà. Mais moi, je crois que sur le plan social, on pourrait dire qu'il y a un haut et qu'il y aura un retournement. Sur le plan écologique, il n'y aura pas de retournement. On sait, ce qui est détruit ne sera plus reconstruit. Donc, ça va pas être comme ça. Donc, je pense que la question écologique, pour moi, est une question primordiale. Maintenant, en fait, ce qu'il y a, le thème sous-jacent à tout ce que j'essaye de raconter dans cette campagne, c'est un seul truc, c'est comment reprend-on en main notre destin commun ? Comment on fait pour avoir le sentiment de se rapproprier la possibilité d'avoir un avenir et d'en décider ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, Whirlpool, Notre-Dame-des-Landes, même combat. C'est-à-dire que moi je m'en fous qu'on fabrique des sèche-linges. J'ai pas de sèche-linge chez moi, la salle de bain fait très bien son travail en ouvrant les fenêtres, j'ai pas de jardin, mais ceux qui ont un jardin c'est encore plus efficace. Donc je suis pas pour dire qu'il faut produire des sèche-linges à tout prix, je m'en fous. Maintenant, c'est pas à un financier américain qui s'appelle Jeff Fettig et au fonds Vanguard Group de venir décider du sort des salariés français à Amiens. Ça doit être une possibilité qui est laissée aux gens ici de décider ce qu'ils veulent produire, comment ils veulent le produire et où ils veulent le produire. Donc pour moi, Whirlpool, c'est pas les sèche-linges, c'est dire on doit pouvoir en décider ensemble. Et si c'est pas des sèche-linges qu'on produit, c'est autre chose. Mais c'est à nous d'en décider et c'est pas à Vanguard Group, dont, je signale, mais les fonds qui gèrent dépassent le PIB de la France. Bon, voilà. Et pour la même raison, Notre-Dame-des-Landes pose la même question. C'est pas aux oligarques de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et ainsi de suite de décider de ce qui doit être fait là-bas. Ça doit être une possibilité qui nous est donnée d'en débattre et ainsi de suite et d'en décider ensemble. C'est pour ça que pour moi, il y a la même question, c'est la question de la reprise en main. Après, il y a une volonté de combativité ou pas du pouvoir politique. Je veux dire, alors moi je suis pour le boycott, pour l'interdiction des produits français, du territoire français des produits Whirlpool. Mais ça pourrait être le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement. Il pourrait y avoir eu des mesures de cette nature-là, ça a existé jusqu'en 1986, donc on ne voit pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer à exister. Maintenant, c'est le choix du pouvoir politique d'aller se confronter ou pas se confronter au pouvoir économique. Maintenant, si le pouvoir politique il fait ça, il faut qu'il se sente fortement appuyé aussi par une volonté populaire. Et c'est là que, bon, alors, moi, je ne crois pas au boycott, parce que le boycott, c'est le fruit de décisions individuelles. La sécurité sociale, n'a pas été le fruit de boycott, c'est pas comme ça qu'on l'a construite. Le travail du dimanche n'a pas été interdit par le boycott, le travail des enfants n'a pas été interdit par le boycott. Tout ça, ça s'est imposé par un truc qui s'appelle la règle, qui s'appelle la loi. Donc il faut, si on veut plus des produits... Oui. À un moment donné, un rapport de force qui fait que la loi elle va changer. Oui, parce que si on reste assis comme ça là ici tous ensemble, je veux dire. Oui, mais d'accord, mais la pression, ça sera pas le boycott. La pression, c'est. Moi, je parle du boycott dans le sens où à un moment on se réunit tous ensemble sur une action commune. C'est pas. Oui. C'est individuellement bien sûr, mais c'est tous ensemble. Oui. Le boycott, tout ça, il n'existe pas. Et donc c'est là où il faut un rapport de force pour pouvoir. Mais donc c'est toute la et on en est là. Et ça rejoint la question quand est-ce qu'on descend dans la rue, mais ça rejoint aussi la citation que faisait Haydé, qui dit en fait c'est un petit groupe qui décide du sort de ce qui va se passer ensuite. Moi je dis oui, et je dis oui, mais attention. Dans mon film, je pense que c'est la phrase clé du film de Merci Patron, à un moment le commissaire vient dire ce sont les minorités agissantes qui font tout. Donc c'est un peu ta phrase. Ouais, de Margaret Mead. Bon, ouais, d'accord. Enfin, t'as bien la cité à un moment, tu te l'appropries. Mais moi, je dis attention parce que les minorités agissantes, oui, mais si derrière elles trouvent le chemin des gens, du peuple, des masses, tout seules, elles peuvent rien. Non, oui. Mais toute la question, c'est comment on construit une locomotive, mais comment
derrière, on arrive à raccrocher les wagons. Nous sommes la locomotive, là, dans la première circonscription de la Somme, mais derrière, tous les jours, on doit se poser la question de est-ce que pour toucher les gens, je dois enlever mon t-shirt? C'est la question que peut me poser Denis, mais c'est une question sérieuse. Comment on fait pour aller convaincre 5-10 personnes autour de soi? Quels sont les arguments les plus porteurs? Vous voyez? Et je pense que ça, effectivement, c'est la question qui est au cœur du truc. Alors, et si on se met à s'organiser, le système est plus fragile qu'on ne le croit. Parce que je me souviens, par exemple, en 2012, au lendemain de la manif de Mélenchon à la Bastille, je rencontrais un financier de Chevreux qui me dressait son plan de bataille sur comment la finance allait gagner pendant le prochain quinquennat et puis tout ça. Et puis à un moment, il me dit mais enfin, vous avez vu hier la manif à la Bastille avec Mélenchon et puis tout ça, on se demande ce qui va se passer. Là, c'est un peu l'angoisse, ça risque d'être l'angoisse en Europe. Donc, il ne faut pas grand-chose non plus pour leur donner des sueurs froides. Maintenant, le mot-clé, il est celui de Joe Hill, éternellement, au moment de, je crois qu'il se fait pendre, Joe Hill, révolutionnaire américain, ne me pleurez pas, organisez-vous. Parce que si on est en face, ils sont organisés. C'est pas une collection d'individus. Si de notre côté, on est juste une collection d'individus et qu'on n'arrive pas à s'organiser ensemble, on est cuit. Et donc la première étape pour vous organiser, vous l'avez compris, c'est remplir les petits papiers à la sortie. Voilà. Je vous remercie.